Bienvenue sur le MOOC Digital Media de l'école EPSA Ville de Paris. Nous sommes accueillis aujourd'hui au Théâtre des Quartiers d'Ivry, scène nationale qui jouxte l'EPSA. Nous sommes avec Adrien Badevant, qui est avocat associé chez Lysias, qui est aussi co-auteur de L'Empire des données que j'ai ici et qui est sorti il y a quelques mois seulement, qui est un livre coécrit avec Jean-Pierre Mignard. Et vous êtes aussi, Adrien, enseignant au sein du Master Data Science, un terme qu'on entend déjà depuis quelques temps, assez nouveau malgré tout, qui est une nouvelle formation de l'ESSEC, de Centrale et de Supélec. Alors on va parler des data, inévitablement, de cet empire des data, des données, en commençant peut-être avec une définition. Vous en donnez plusieurs, vous en citez plusieurs, et là vous citez Serge Abitboul, un texte, je crois, de 2012, qui dit « Les données ». La donnée est dépourvue de tout raisonnement. Ça, je trouve c'est intéressant de dire que la donnée, on lui fait peut-être dire ce qu'on veut, mais finalement, elle ne dit rien. Exactement. La donnée, en fait, c'est une description élémentaire d'une réalité. C'est une donnée brute. C'est seulement si on l'interprète que la donnée peut devenir une information. Et justement, tout le but dans la gouvernance et dans la culture de ces données, c'est de savoir comment on va réussir à en tirer des connaissances et à en donner du sens, pour donner du sens à nos actions et du sens à notre société. Donc la donnée, au départ, vous avez raison de le rappeler, elle est dépourvue de tout raisonnement, elle est juste brute. C'est une mesure, c'est une unité pour un raisonnement. Alors c'est intéressant de remarquer, vous remontez assez loin, assez rapidement dans votre livre, où on sait que les humains ont dessiné très tôt avec les peintures rupestres, et vous nous rappelez finalement que l'humanité compte avant même d'écrire. Oui, finalement, on s'est mis à compter avant d'écrire. Au 4e millénaire avant Jésus-Christ, dans les bassins en Mésopotamie, on avait des tablettes d'argile. Il y en avait certaines qui étaient des tablettes séchées pour pouvoir après les réhydrater et faire disparaître les inscriptions qui étaient dessus. Puis il y en avait d'autres qui étaient beaucoup plus intranscriptibles pour pouvoir garder de manière permanente le comptage. On utilisait finalement aussi des encoches sur les os pour pouvoir compter. Et tout ça, c'était bien avant l'invention de l'écriture. Donc on s'est mis à compter. Alors vous rappelez aussi que le comptage dans l'histoire est un exercice du pouvoir. Vous donnez des exemples par rapport aux guerres, aux maladies, aux famines, souvent d'ailleurs liées les uns les autres. Il y a beaucoup d'exemples. Au début, on a commencé à compter les bestiaux. On voulait savoir dans notre troupeau combien il y avait d'animaux. Puis après, l'État a voulu connaître un peu, selon la tradition médiévale, du miroir prince, c'est-à-dire comment instruire la personne qui gouverne, tout en lui disant l'impôt qu'il pouvait collecter sur ces territoires et quelles étaient les unités de mesure de ces guerres, s'il voulait mener une bataille, pour savoir les forces dont il disposait. Donc on comptait pour mieux gouverner. Étymologiquement, on a toujours voulu faire l'inventaire des choses. Et c'est comme ça que le dénombrement, au départ des bestiaux, s'est ensuite de plus en plus complexifié, puisqu'on a voulu dénombrer des phénomènes toujours plus massifs et hasardeux, qu'ils soient économiques, politiques, industriels ou sociaux de manière plus large. Alors vous rappelez que la statistique n'est pas née avec l'ordinateur, Exactement. elle vient du terme status en latin, que c'est une science et qu'elle permet d'aller un peu plus loin que le comptage. Oui, exactement. La statistique, étymologiquement, en latin médiéval, c'est status, c'est l'inventaire. Donc on regarde de manière descriptive les choses. Puis en latin contemporain, statisticus, c'est relatif à l'état. Donc il y a tout de suite cet art de gouverner par les nombres. On essaye de quantifier ce qui est incertain pour mieux pouvoir le maîtriser. C'est une question, la statistique, qui est véritablement anthropologique finalement. L'homme est un être fini, il y a beaucoup de phénomènes qui nous dépassent, et comment on va réussir à se réapproprier la compréhension d'un monde qui est éminemment complexe, c'est en introduisant ces dénombrements, ce comptage et ces calculs. La statistique, finalement, c'est un instrument pour maîtriser ce qui était auparavant inaccessible ou immaîtrisable. Vous faites la différence entre deux types de statistiques qui sont descriptives et prescriptives. Alors c'est quoi cette différence entre les deux? La statistique, quand elle est apparue, c'était plutôt à partir du XVIIIe siècle d'ailleurs. Parce qu'on a commencé à vouloir dénombrer, c'est au moment où l'État moderne, ce que le philosophe Hobbes appelait l'homme artificiel, on a voulu dénombrer
un peu comment ça se passait dans la société pour mieux pouvoir gouverner. Et donc, il fallait décrire. Il y a tant d'hommes, il y a tant de naissances, il y a tant de décès, il y a tant de crimes commis par an, il y a tant de maladies. Et puis, cette description, au fur et à mesure, on a commencé à s'outiller d'outils statistiques, la moyenne, l'échantillonnage, l'écart type, etc. Et puis à vouloir prendre des décisions sur ces nombres qu'on collectait. Et la description est passée au stade de la prescription, c'est-à-dire il faut. En 1774, par exemple, vous avez le débat sur la vaccination. Fallait-il ou pas vacciner les personnes qui étaient atteintes de la variole? Ça permettait une espérance de vie de 3 ans supplémentaires pour les personnes qui étaient vaccinées. Le problème, c'est que quand vous vaccinez, certaines personnes vont mourir lors du vaccin, mais ça va en préserver d'autres. Donc, vous voyez que vous commencez non plus seulement à décrire une réalité, mais à vous demander si, par un calcul mathématique et statistique, vous allez devoir prendre cette décision. Et la statistique devient donc prescriptive. Elle vous prescrit des choix. Tout comme aujourd'hui, maintenant, lorsque la statistique est intégrée dans des outils algorithmiques, on va peut-être pouvoir vous recommander des films. On va pouvoir vous recommander des livres sur vos précédents achats. Et donc, on est vraiment passé du pur descriptif à la prescription. Alors, on peut évoquer aussi le forage de données, en anglais data mining, qui aussi a émergé avant le traitement par ordinateur. Je pense notamment à la collecte des tickets de caisse. Il y a des cas d'école comme ça, notamment aux États-Unis, dans des grandes enseignes, où par la collecte et le traitement des tickets de caisse, on va déduire un certain nombre de choses. Vous parlez d'exemples récents ou plus… Non, je pense, je sais qu'il y a des exemples intéressants dans le passé, je crois les années même 50-60, où le simple fait de collecter les tickets de caisse et de les observer permet d'en tirer des conclusions, quoi. Mais c'est-à-dire que depuis les années 50, enfin, au XXe siècle, on faisait déjà des outils statistiques. On pouvait déjà établir des fréquences et prendre des décisions. C'est juste que ces décisions étaient souvent prises par des gouvernements, parce que la statistique était un outil qui appartenait au pouvoir. Et ce qui est intéressant, c'est quelques décennies plus tard, il y a eu un basculement, parce que la statistique s'est fait privée. Les données qu'on collectait se sont faites privées. C'est-à-dire que ce sont désormais les entreprises qui utilisent ces outils-là. Et c'est à peu près lors de la période que vous décrivez qu'on a procédé à ce basculement. C'est avec l'ordinateur, puis les réseaux, qu'on arrive à ce que l'on a fini par nommer la big data, avec une croissance exponentielle. Et vous rappelez aussi que finalement, le big data, ce qui nous intéresse, souvent, c'est la quantité, c'est la très grande quantité de données. Le fait qu'elle soit structurée, finalement, ce n'est pas important, c'est la quantité qui prime. Exactement. En fait, le big data, c'est une terminologie marketing qui signifie en français données massives ou mégadonnées. C'est uniquement le fait de collecter une quantité exponentielle de données. Et vous avez eu raison de le rappeler, les données, elles ont toujours existé. Ce qui a changé, c'est qu'on est aujourd'hui capable de stocker des informations avec un coût qui est beaucoup moins important qu'auparavant. Et donc, du coup, on est capable de stocker de plus en plus d'informations. Aujourd'hui, on est capable de stocker des états-bits d'informations, c'est-à-dire 10 puissance 21 octets. C'est une quantité gigantesque. Et cette quantité double presque tous les 2 ans de données produites. Et donc, le big data, c'est la concordance de 3 facteurs. C'est le fait de collecter de plus en plus de données. C'est le fait de pouvoir les stocker de manière non onéreuse, et c'est le fait de pouvoir appliquer sur ces données, les nourrir des algorithmes grâce à ces big data, et ces algorithmes de plus en plus sophistiqués vont vous permettre de prendre des actions, ça va être des algorithmes prescriptifs, pour revenir à ce dont on parlait précédemment. Et donc le big data, c'est véritablement cette quantité toujours plus importante de données. Et cette quantité toujours plus importante, ça permet de mesurer ce qui était auparavant inobservable. C'est-à-dire que la statistique dont on parlait juste avant, au XVIIIe siècle, si vous voulez, vous avez une courbe de Gauss. C'est les courbes avec finalement des unités de valeur qui sont autour d'une moyenne recentrée. Et puis sur le côté, vous ne preniez pas véritablement en compte les mesures qui sont les black swans, c'est les mesures qui sont véritablement à l'extrême inférieur ou supérieur. Avec le big data, toutes les données sont intéressantes. Vous prenez tout en compte. Et donc, vous collectez, et c'est uniquement dans un second temps que vous allez savoir quelles sont les mesures que vous allez pouvoir opérer dessus. Mais au départ, vous collectez tout type de données, et pour répondre à votre question, vous collectez à la fois des données structurées, c'est-à-dire qui sont bien renseignées,
on peut savoir de quelles sources elles viennent. Elles sont renseignées par des métadonnées, c'est-à-dire des informations qui peuvent dire, par exemple, ce document Word vient de tel auteur à telle date, puis des données qui ne sont pas du tout structurées. Et les données non structurées, ça enrichit en fait toute cette quantité d'informations.